Allez, c'est parti, on se rend au Grizzly Studio à Montmagny et c'est Marcus Linon qui nous fait visiter. Alors, ce studio tour, il est super pour plein de raisons. Déjà, vous l'avez vu, c'est une maison, c'est hyper cosy et c'est pas n'importe quelle maison puisque c'est là en fait où a grandi Marcus quand il était petit. Cette maison, elle a une histoire. Ça a longtemps été en fait un studio. Ça a longtemps eu cette fonction d'être aussi un studio puisque le père de Marcus est lié à un groupe hyper important du rock et jazz fusion français et Marcus a grandi avec ce groupe. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir de quel groupe il s'agit en début d'interview. Ce studio tour aussi est trop cool parce que Marcus Linon est tout simplement un super ingé mix master. Il a travaillé notamment pour Yellow Straps, Darius, Ichon, Walter Astral, bref que des projets cool. Et enfin, ce studio tour est top parce que ça me permet de faire la promo de ma boutique de matériel pro et hi-fi coolkidsaudio.com. Sur coolkidsaudio.com, vous allez retrouver du matériel que vous voyez dans le studio tour. Je pense notamment au Odez MM500, ce fabuleux casque de mixage et de mastering qui est mon best-seller de l'année dernière. Je pense aussi au Dangerous Compressor, ce compresseur hyper transparent. Et c'est aussi l'occasion de vous faire une petite promo pour célébrer ça. Je vais vous faire une promo exceptionnelle sur le Neve Masterbus Transformer. Le Neve Masterbus Transformer, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo sur le sujet et je fais une promo parce qu'en fait c'est une machine cousine d'une machine que vous allez voir dans le studio tour qui est le Neve Masterbus Processor. En fait Rupert Neve Design a d'abord sorti cette machine, ce processeur de bus stéréo qui fait compresseur, EQ, saturation, élargissement stéréo, ça fait plein de choses. Et ce couteau suisse donc du bus master qui est un produit star chez Rupert Neve Design depuis de nombreuses années, et ben il a été complété par un autre produit assez complémentaire, assez différent, qui est un peu plus focus sur la couleur et la saturation. Ça s'appelle le Neve Masterbus Transformer. Et cette nouvelle machine, le Neve MBT, donc, je vous en ai parlé dans une vidéo, moi j'adore, je suis fan, et pour fêter du coup ce studio tour, je vous fais une promo exceptionnelle. Vous allez pouvoir acheter le Neve MBT sur ma boutique à un prix juste jamais vu sur le web. Évidemment, c'est une promo exceptionnelle, en temps et en stock, donc si vous voulez en profiter, il va falloir se dépêcher après la publication de cette vidéo. Je vous laisse plus d'infos en description. Autre chose à dire sur ce studio avant de vous laisser, c'est que Marcus avec son ami Florent Hugolet ont fait un super pack de samples de batterie, même plusieurs packs. On en parle à la fin de l'interview, mais je vous laisse déjà des liens en description si vous voulez en savoir plus. Voilà, donc sans plus attendre, je vous laisse à la découverte du Grizzly Studio accompagné par Marcus Linon. On est à Montmagny, à 10 minutes de Gare du Nord sur la ligne H. Assez loin pour se sentir un peu détaché de la vie active parisienne, mais assez près pour l'accessibilité. Donc tu vois, le concept c'est comme à la maison quoi. Trop bien. Et ben on rentre dans la maison ? Allons-y. Voilà, bienvenue chez Grizzly Studios. Donc Studios parce que ça c'est en fait le deuxième studio. Le studio original que j'aime bien appeler historique se trouve au sous-sol, on ira faire un tour après. Mais comme mon activité maintenant c'est principalement, on va dire à 90% du mix et du master, c'est ici que ça se passe. Voilà. Ok, donc c'est un studio qui a une petite histoire. Est-ce que tu peux nous raconter très rapidement et puis on descendra dans la partie plus historique pour en parler, mais... Ben, en fait, c'est une maison que j'ai eu la chance d'hériter de mes parents qui sont dans le business de l'audio et dans la musique depuis toujours. Donc moi j'ai grandi en fait dans cet endroit et dans le studio que tu vas visiter en bas. Et ici ça a été tout un tas de choses. Ça a été le salon dans lequel je jouais avec mes potes quand j'étais gamin. Ça a été une salle de poker et ça a été en fait aussi mon premier un peu home studio. Quand mes parents étaient toujours là et bossaient au studio, que je faisais de la musique, j'avais, tu vois, une config classique avec une M-Box, des petites enceintes, et je m'auto-enregistrais, produisais, et c'était d'abord par nécessité pour faire ma musique, et j'ai pris le virus, tu vois, de l'enregistrement, du son, assez rapidement en fait, en me rendant compte à quel point tu pouvais influencer les performances et l'émotion surtout. Donc pour rappel, toi tu fais surtout du mix, hein. Ouais. En ce moment là dans ta carrière, tu en as un moment où tu es surtout un mixeur. Ben, en fait ça s'est fait assez naturellement. J'ai toujours fait de l'enregistrement du mix pour servir mes aventures musicales d'abord.
Et avec les gens avec qui je bossais et pour qui j'étais musicien, forcément le fait d'avoir un studio ici, naturellement il y a des idées, des plans qui se sont faits pour enregistrer d'autres groupes. Et puis le mix, ça m'a toujours intéressé. Au départ, pareil, je le faisais pour moi, mais j'aimais tellement ça que dès qu'il y a eu possibilité de le faire pour d'autres gens, j'ai pu faire mes armes là-dessus. Et je dirais que, tu vois, entre 2013 et 2020, le Covid, j'avais 3-4 projets par an qui n'étaient pas les miens en mix, et j'avais pas mal d'enregistrements et de réal, surtout. Et puis au moment du Covid, j'ai eu plein de boulot, tu vois, comme... Tout le monde se mettait à faire de la musique chez soi, c'est ça? Bah, en fait, plus parce que le fait de ne pas pouvoir être en tournée, le fait de ne pas pouvoir aller mettre sa musique, tu vois, sur scène et la partager directement avec les gens, je pense que les artistes, les producteurs ont eu besoin de s'exprimer, hein, encore plus. Hein. C'était une période assez difficile, mais pour moi, c'était une aubaine dans le sens où j'ai beaucoup tourné en tant que musicien, en tant qu'ingé light, en tant qu'ingé son aussi. Et j'avais envie d'être plus ici, tu vois, faire vivre le lieu en fait comme ça a toujours été le cas, même à l'époque de mes parents. Ça a toujours été un endroit pour la musique indépendante, puisque le studio ils l'ont construit pour faire la musique de Magma au départ. Et tous les amis, les musiciens qui gravitaient autour, mais ça n'a jamais vraiment été un studio commercial. Quelque part, ce que je fais moi et la quantité de clients que j'ai en mix, même si j'aime pas l'appellation commerciale, c'est vrai que je me diversifie beaucoup dans les styles et dans les clients. Ouais. Là où mes parents, c'était vraiment axé sur développer la musique de Magma et la produire eux-mêmes. Et donc du coup, là aujourd'hui, tu as un setup mix, alors on dirait qu'il y a un petit setup mastering. Ouais, c'est hybride en fait. Ouais. Alors est-ce que tu commences par... Est-ce qu'on peut commencer par les enceintes? C'est le plus joli là, ici. Ouais, carrément. Bah, les enceintes, c'est une super histoire. C'est un de mes plus vieux amis qui s'appelle Paolo Curalo, avec qui j'ai commencé à faire de la musique quand j'étais au lycée, qui est devenu une des têtes pensantes techniques de chez Duchot à Nice maintenant. Et ça, en fait, ça ressemble à une Barefoot MM26. Et donc en fait, il s'en était fait une paire pour lui il y a quelques années que j'avais écouté chez lui et j'étais assez bluffé par la qualité. Donc du coup, tu as acheté des enceintes à un copain quoi? Du coup, j'ai acheté des enceintes à un copain et puis c'est original, hein. Personne à part lui a une paire comme ça. Et je te ferai écouter quelques trucs après. Volontiers. C'est vraiment très agréable. Et d'ailleurs, coup de bol, tu vois, cette pièce... je savais pas si j'allais la traiter quand je me suis installé, parce que je la connaissais un peu pour avoir commencé ici, forcément. Après, j'avais pas les mêmes oreilles, ni les mêmes besoins ou les mêmes attentes. Et au final, on n'a pas traité la pièce. Avec la Nubis, on a EQ un petit peu le monitoring. Après avoir mesuré la pièce, on s'est rendu compte que pour une pièce, on va dire classique, tu vois, pour un salon, bah, c'est en fait assez neutre. Il n'y a pas d'énormes accidents. Donc j'aime bien le concept et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai voulu m'installer dans le salon. C'était l'endroit dans lequel tu partages et t'écoutes de la musique, on va dire, même si aujourd'hui il y a un côté un peu plus personnel et beaucoup de gens utilisent des casques et des écouteurs, ce qui est super pour se mettre dans la musique. Mais à l'époque, quand moi j'ai commencé, on écoutait des disques avec des potes, on se réunissait, tu vois, dans ma chambre ou dans le salon et on écoutait le nouveau disque d'un tel et d'un tel. Et donc je me disais que le fait de mixer dans un salon, peut-être que ça allait me mettre dans le contexte final d'écoute et donc prendre certaines décisions plus ou moins importantes. C'est-à-dire qu'il y a certains aspects où d'être dans un endroit neutre, traité, c'est super agréable pour prendre des bonnes décisions. Mais après, ça va être écouté dans tout un tas de contextes plus ou moins bons. Donc le son, c'est tellement vivant et d'une écoute à l'autre, d'une pièce à l'autre, la manière d'écouter peut vachement changer. Quand tu es assis au sweet spot, les enceintes sont super directives, c'est vraiment très agréable, quoi. Et j'ai des super résultats, quoi. Très bien. Entre ça, le casque, on trouve un bon équilibre. Est-ce qu'on parle de ta chaîne un peu Carrément. Analo? Carrément. Donc déjà, on commence avec une belle carte son, une petite merging.
Ouais, Anubis, API, pareil, je suis allé vers ça sur les conseils de mon ami Paolo qui fabrique les enceintes, qui lui avait un peu d'expérience avec ça. Il me disait qu'il n'avait rien testé d'aussi transparent, d'aussi clean. Et comme je voulais une config hybride et pouvoir rentrer, sortir, faire plusieurs allers-retours en fait en termes d'insert, tout est branché en fait sur l'API. Et je me sers des sorties que j'ai en plus pour attaquer en fait les sidechains des machines qui ont des sidechains, ce qui me permet de contrôler les volumes de compression sans avoir à toucher les thresholds des machines. C'est assez pratique. Et en fait, je fais ça du coup avec la console One. J'ai un patch fixe dans mon Pro Tools dans lequel, si je reçois 150 pistes, je vais router vers 20, puis 3. Et en gros, mes 3 bus de travail sont routés vers les machines. J'aime bien séparer la musique comme ça. Pour moi, il y a toujours le groove d'un côté, donc basse, batterie, percu. Tout ce qui est éléments harmoniques, mélodiques, clavier, synthé, guitare, cordes, etc. Et tous les éléments lead, donc ça peut être évidemment les voix. Si je fais un groupe de jazz et que c'est un sax lead, ça peut être le sax. Et en général, je sépare toujours la musique comme ça, parce que c'est, pour moi, tout style de musique, c'est ça. Tu as la fondation, le groove, l'harmonie et les leads. Et donc je me sers des machines soit sur ces 3 groupes-là, soit je me fais des chaînes parallèles où j'envoie tout le mix clean dans l'un, un peu compressé dans l'autre. Et avec la balance des returns, il y a des choix un peu infinis en fait. C'est ça qui est assez cool, c'est que si je rentre très fort dans l'API, qu'un transfo API qui va compresser le grave, même sans compresser, d'une manière très API, alors que le Nive, lui, est évidemment plus crémeux, encaisse peut-être un petit peu moins, mais il a une espèce de douceur, je dirais, entre le punch de ça et la douceur des lampes. Donc pour certaines sources, c'est hyper agréable. Et en fait, quand j'ai une bonne base de mix, en général, j'écoute dans chaque machine ce qui se passe. Et je peux soit en utiliser une, soit 2, soit 3, soit 4. C'est un peu sur chaque projet, chaque morceau un peu différent, ce qui me permet d'avoir une palette de couleurs assez unique pour chaque morceau. Est-ce que tu nous parles des chandlers là? Ils sont tout jolis. Je connais pas ça. C'est hyper bien pour le rock. C'est super, genre justement sur mon bus B, tout ce qui est harmonie, tout ce qui est guitare, pour le guitare électrique, c'est super. Il y a un tone assez très généreux dans le bas, dans le sub. Pour moi, c'est celui qui descend le plus bas de tous, c'est celui-là. Et même sans compresser, juste en jouant avec le feedback et le Germanium Drive, tu récupères des tones assez différents, assez uniques. Donc c'est très coloré, ça fait beaucoup de bruit, c'est pas le genre de truc qui marche tout le temps partout. Mais en général, j'ai des réglages fixes pendant très longtemps sur les machines et je dose la manière dont j'envoie dedans et le choix de la source sur laquelle je le mets en fait. Est-ce que sur les distresseurs, tu as des réglages fixes aussi? Non, et d'ailleurs les distresseurs, je pense que je vais les remettre en bas pour faire des prises parce que j'ai du mal à m'en servir en insert sur les groupes. C'est-à-dire sur les sources directes, sur des caisses claires, sur des voix et tout, c'est super. Mais dans ma manière de mixer, comme j'aime bien mettre les machines vraiment en fin de chaîne, finalement je m'en sers beaucoup moins. Donc je fais en sorte là de petit à petit plus m'en servir sur les nouveaux projets. Et je pense que d'ailleurs en dessous les chandlers, là j'ai vraiment un autre beau chandler, éventuellement un Curve Bender, ça fait des années que la machine me fait de l'œil. J'aimerais bien un deuxième EQ pour compléter le Manley qui est très original dans son fonctionnement. J'imagine que tu connais, mais c'est basé sur des courbes Pultec, mais un peu sous stéroïdes. Donc tu peux faire des courbes assez complexes, même si on reste dans des trucs assez musicaux, assez larges, étant donné que c'est de l'analogue déjà. Et j'ai envie d'un truc un petit peu plus straightforward au niveau des courbes, tu vois, mais très coloré, parce que comme je fais beaucoup de mix, et quand je fais du mastering, c'est souvent des projets qui m'arrivent qui sont pas forcément encore au niveau auquel tu vois, du potentiel à 100%. Donc ça me permet d'avoir un champ d'action un peu plus large sur le mix et l'emmener le plus loin possible. Est-ce que tu nous parles des autres machines, le API et le Dangerous State de compresseur là? Ouais, l'API, en fait c'est marrant, avec chaque machine j'ai un peu des périodes.
Est-ce que tu es dans une période API en ce moment-là? Ouais. Alors tu utilises comment ce 2500? Sur quoi? Souvent sur le groove, sur mon bus A, ou sinon sur l'ensemble du mix, selon la dynamique qu'il a. Enfin, tu connais, hein, c'est très punchy, donc gros bas mais très tight. Et il y a un côté un petit peu précis, on va dire, vers 3-4 kg, qui est pas désagréable, mais sur certaines sources où il y a déjà une agressivité, ça peut faire ressortir des trucs qu'on n'aime pas trop. Alors après, tu peux compenser avec d'autres choses. Mais pour du rock, pour retrouver de la précision dans le bas, si j'ai un truc un peu mou dans le bas, je vais aller chercher ça direct. Et mon kick va être bien généreux, mais bien précis. Là où le Dangerous, je le trouve très très équilibré dans son ensemble. Et quand je compare les deux, je dirais que lui, il appuie un peu plus la basse. Il appuie le bas en général, mais la basse devient naturellement, peut passer devant, de manière très musicale. Hein. Quand lui, ça va plutôt être le kick, et il va mettre la basse un peu derrière le kick. Donc en général, j'essaye d'être assez mesuré dans le niveau que j'envoie dedans, parce que dès que tu envoies trop fort, ça écrase un peu. Et on a tendance à penser que des fois, l'analogue, c'est justement pour avoir la patate et tout, mais en fait, dès que tu l'écrases un peu trop, bah, ça écrase. Quoi. Ouais. Mais très très belle machine, j'adore. Et j'ai des périodes où je le mets, en fait en général je compare toutes les machines, donc les 4 qui me restent, puisqu'en général les 2 manless sont sur le Mixbus, et j'écoute le mix entièrement dedans avant de décider d'envoyer soit les groupes séparés, soit tout le mix. Et il y a des périodes où c'est toujours lui qui gagne. En ce moment, lui, il fait un petit retour, je t'avoue, le MBP. Donc c'est quoi? C'est Master Bus Processor, tu as plein de petits trucs dedans? C'est ma première machine, ça. Et il a une section stéréo qui est assez sympa, dont je me sers plus, parce que maintenant, toutes mes machines sont en mid-side, en fait. Je split au niveau de l'ordi. Mais du coup, la section SFE, là, comme ils appellent, c'est assez intéressant. Tu peux activer des points d'EQ sur le mid ou sur le side, et tu peux juste jouer sur le volume du side et du mid, et il a un truc très musical dans la manière d'élargir. Le Silk classique, évidemment, chez Rupert Neve Design, rouge-bleu, qui sature les graves ou les aigus. Très sympathique. Je t'avoue que je me sers vraiment de la base du truc, le transfo d'entrée, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment ça masse, tu vois, le son en général. Ok. Est-ce que tu nous parlais de ta petite console là, que tu as devant là? Qu'est-ce que c'est? C'est un contrôleur? La console One Softtube, ouais. Et ça, c'est un contrôleur de plugins. J'adore les plugins Softtube. Je trouve qu'en termes d'émulation analogique, c'est les meilleurs. Et quand ils ont sorti ce contrôleur, je trouvais le concept assez fou. Tu peux contrôler des plugins UAD aussi. Donc, tu as une section, tu vois, filtre, gate. Mais quand tu contrôles leur plugin de saturation, tu peux mettre les saturations ici. Un EQ 4 bandes, compression, drive de sortie, volume. Et je te parlais de mon patch tout à l'heure qui est assez fixe, donc qui est 20, 3 et du stéréo. En gros, j'ai mes 20, on va dire, premiers groupes, tu vois, parce que si je reçois un projet à 100, 150 pistes, évidemment, je vais grouper des choses. J'ai toujours ma basse en 1, toujours ma batterie en 7, mon kick en 2, snare en 3. Et j'utilise pas forcément toujours tout, mais je sais où aller les chercher. Et là, en fait, je les envoie vers les machines. Donc, je peux doser le volume d'entrée des machines et j'ai les sidechains de l'API, du Dangerous, du Neve qui sont connectés dans d'autres sorties de l'API, ce qui me permet en fait de doser la compression. En fait, ils sont mutés au départ, donc quand je rentre dans la machine, j'écoute vraiment la couleur de la machine et si je veux compresser un peu, je démute la section sidechain et je peux doser l'envoi, je peux équaliser l'envoi. Donc tu peux aussi faire réagir les machines très différemment si tu en as besoin. Et en termes de qualité, de workflow, c'est vrai que de temps en temps, pour sentir les choses, je ferme les yeux, j'ai mon EQ sous la main, c'est agréable d'avoir des boutons. Donc, et je conseille vraiment ça pour tous les gens qui n'ont pas forcément accès à du matériel, pour se faire à la sensation physique, tu vois, du son qui est assez agréable. Tu vois, c'est accessible, c'est pas cher, et les plugins qui vont avec sont vraiment de super qualité. C'est pas sponsorisé par Softtube. Est-ce que tu nous parles des guitares rapidement? Ouais, c'est quand même important d'avoir
sous la main de quoi faire un peu de musique. Et avec du Zenberg, j'ai trouvé un espèce d'équilibre entre solidité, très direct au niveau du son, très précis, très plein, avec un caractère très développé. Je peux te faire un petit bruit si tu veux. Et puis de temps en temps, un petit riff, ça fait plaisir. Donc je t'emmène dans le studio historique donc, qui se trouve au sous-sol. Alors tu vas avoir un changement de lumière assez violent. On va passer dans la darkness. Voilà, les musiciens qui fument des clopes ici. Et donc bienvenue à Greasy, donc Records. Là-haut j'appelle ça Greasy Mixters, donc Mix Master. Et là on est en dessous la cabine, ma cabine de mix. Et début des années 90, ils ont agrandi et ils ont fait cette magnifique pièce dans laquelle ils ont enregistré beaucoup de disques de Magma notamment, mais beaucoup de musique autour du jazz. Et c'est chargé d'émotions, d'histoires. C'est vrai que tous les musiciens, tous les artistes qui passent ici, dès qu'ils rentrent dans cette pièce, ils font « Waouh, c'est super beau et tout », mais ils me parlent de l'énergie. Ils sentent il y a quelque chose dans les murs, quoi. Et je t'emmène à côté. Donc la régie, qui est donc mon ancien bureau, comme j'aime bien dire, c'est là que c'est les premières années où j'ai fait du mix professionnel, c'était ici avec ces enceintes-là, dans cette config-là, en passant beaucoup par la console, parce que j'avais une console, donc forcément t'es un peu obligé de passer par l'énergie des faders, les EQ et tout ça, et puis quand tu multiplies les projets, tu te rends compte que c'est assez compliqué de retrouver tes repères et de retrouver tes petits quand tu passes d'un mix à l'autre. Donc petit à petit, j'ai mué plus vers une config juste avec des racks, comme je t'ai montré là-haut. Mais cette console que j'ai récupérée en 2013 chez Funky Junk, qui était encore à Paris à l'époque, une AMEC classique, donc c'est une console broadcast, c'est pas une inline, mais ça m'a permis d'avoir 24 préamps, tu vois, British, super qualité, d'avoir des envois, de pouvoir faire des retours casques, d'avoir un patch pour câbler les quelques machines que j'avais à l'époque et ensuite un peu plus. Et pour la petite histoire, mon père a été distributeur et importateur audio. C'est comme ça en fait qu'il s'est fait son parc de matériel au fur et à mesure. Et notamment la marque drapeau flagship, c'était AMEC. Parce qu'il était très branché avec Graham Langley, qui était l'ingénieur principal d'AMEC, et Rupert Neve, qui a bossé pour AMEC fin des années 80, début 90. Et donc en fait, ils lui ont proposé d'importer la marque en France, et ça lui a permis de faire plein de contacts dans l'audio, et surtout de construire et d'aménager en termes de matériel le studio ici pour pouvoir faire les musiques de Magma et autres. Et tu étais tellement fan de AMEC, du coup tu as racheté une AMEC alors que c'est pas que j'étais fan, c'est que si tu veux, c'est une marque là qui commence à avoir un peu de hype, tu vois, dans les vieilles marques, mais ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Et en fait, les gens savent pas. C'est anglais, quoi. C'est typique, la conception des trucs, c'est typique Neve, quoi. Tu regardes les vieilles AMEC des années 70, c'est vraiment aussi chaleureux, aussi généreux, tu vois, que les vieilles Neve, mais c'est beaucoup moins connu. Okay. Et depuis que Plugin Alliance là, a repris en fait le logo et ont sorti quelques plugins, c'est vrai que ça a gagné un peu en hype. Okay. Et je t'ai pas montré là-haut, on ira refaire un tour, mais il y a une petite BC1 qui est... sous l'ampli guitare ? Ouais, sous l'ampli guitare, ouais. Qui est... c'était... apparemment, d'ailleurs, c'est Adrien Palot qui m'a dit « Mais t'es fou, tu utilises ça en déco et tout, c'est hyper recherché maintenant. » C'était une console qui servait à faire, tu vois, des préamps pour faire des répètes à l'époque. C'est des restes de la boîte de mon père, quoi. Trop drôle. Est-ce que tu as des machines un peu sympas dont tu veux nous parler ? Ouais, donc quand je me suis installé là-haut, j'ai embarqué une partie des racks que j'avais, mais j'ai laissé ici de quoi
un kit de production, on va dire, simple mais efficace. Kit de survie ici. Ouais, oui. Tu vois, comme moi, je fais quand même beaucoup moins d'enregistrements qu'avant et que je suis très plugin, tu vois, placement de micro, performance, choix de l'instrument, interprétation. Pour moi, ça passe avant le matériel. Donc, je dirais qu'on a juste ce qu'il faut pour compléter la console. Tu vois, on a 8 EQ API qui sont des EQ de console d'ailleurs, qui ne sont pas des séries 500. Tu vois, ils sont un peu plus grands, c'est du 4U. Ils ont été pris sur une vieille console qui était au Japon, je crois, et c'est le mec de Funky Junk Londres qui a fait quelques racks comme ça. J'ai acheté ça il y a une dizaine d'années. Donc, quand tu veux EQ un peu des micros de batterie, c'est super. Okay. T'as le punch API, t'as la couleur. Quand tu creuses les mids, le bas il est bien tight, bien généreux, c'est cool. Un LTD1. Voilà, la tranche classique Nive. En plus, ça c'est un des premiers, donc je pense que c'est encore, je sais plus exactement le numéro de série, mais il est assez bas. Et je pense que c'est encore des composants de la console qu'il avait pour faire ses premiers tests et ses premières machines. Ok. Super préamp, ça marche sur tout le temps, avec n'importe quel micro. C'est magnifique. Un distressor, hein, le couteau suisse, incontournable. Je m'en sers en ce moment, quand je fais des prises, j'aime bien un 1176 qui est une compression assez rapide, mais je ne rentre pas trop fort dedans, tu vois. Et lui, pour un peu en DSR après, pour catcher un peu ce qui va dépasser. Et le combo des deux me satisfait vraiment bien. Encore du préamp, là, 50-12, voilà, ça me donne une couleur un peu différente de la console, un peu différente du LTD1. Efficace. Et puis oui, les deux Uray, pareil, j'ai acheté ça il y a une dizaine d'années à un mec qui était au studio Saint-Germain à l'époque, je crois qu'il y avait une cabine là-bas. Et pareil, hein, incontournable, hein, tu mets ça sur une room de batterie, sur des voix. Les deux ont un son très différent, c'est assez rigolo d'ailleurs quand tu constates que deux machines identiques qui sont pas très loin d'ailleurs en numéro de série ont quand même pas du tout le même son. Donc c'est pas facile de faire des couples avec, mais pour des sources mono, c'est 1176 quoi, c'est incontournable. Super. Est-ce qu'on passe à l'autre pièce pour parler un peu de l'évolution du studio? Carrément. Donc comme je t'expliquais, la pièce, la live room, ça a été une extension de la maison. Et à l'époque ici, tu avais une plus petite console en face de la vitre. Cette pièce était séparée en 2 tiers, 1 tiers, et le piano qui est juste à côté, que je vais te montrer, était là. Moi, je suis pas pianiste du tout, hein, faut pas m'en vouloir. Mais en tout cas, il fait son boulot. Tu vois, on fait des prises assez simples, soit des capteurs derrière, soit une petite paire au-dessus avec un Omni en ambiance. Je peux te montrer quelques micros si tu veux d'ailleurs. Grave. Alors, dans les micros, qu'est-ce que je peux te montrer? Alors ça, j'en ai un qui est sorti déjà. Ça, j'aime bien. Donc, un peu comme mon père, souvent le matos que j'ai acheté, notamment en micro, ça a été par les connexions que j'ai eues. Donc à l'époque de Jukebox à Paris, il faisait cette marque allemande Gefell, que j'imagine que tu connais, Microtech. Et c'est un pote là-bas qui était le technicien de maintenance qui ne jurait que par ces petits micros là, M300. C'est comme du KM84, c'est inspiré KM84. Et franchement pareil, c'est couteau suisse. C'est-à-dire que pour du petite membrane, c'est très généreux dans le bas. Et en fait c'est assez large, bande, mais avec la précision d'une petite membrane. Donc ceux-là j'aime beaucoup. Je peux tout faire, des pianos, des guitares acoustiques, des rooms batteries. Celui-là aussi je l'adore. C'est un genre de 47, mais avec une électronique ultra simple. C'est assez bright, assez précis, mais quand tu veux un petit peu le son à l'allemande, ça marche bien quoi, pour des pareilles voix, guitare acoustique. Lui j'aime bien le mettre en ce moment un peu comme ça, tu vois, sur la drum. Comme on fait souvent pour avoir une image enfin pas une image, mais une sensation du kit entier, assez proche, pour compléter les close mic, sans avoir la distance que tu as tout de suite avec
des overheads ou une room. On fait beaucoup de prises de batterie en fait ici. D'ailleurs j'aimerais bien parler de ça. On a fait des prises avec un pote super batteur qui s'appelle Florian Guello, qui a joué avec beaucoup d'artistes dans la variété française, qui est parti s'installer à Los Angeles là. Et on a fait des packs de samples de batterie. Donc des packs de loops. On fait 3 volumes où il y a genre 200 loops, 60 breaks, des one-shots. Et on a tout enregistré ici. Et on a fait une config où on donne 4 mix différents, plus les multipistes quand tu achètes la version extended, où donc tu as accès au mix numéro 1 en multipiste. Et ce qui te permet d'avoir la qualité du jeu d'un vrai batteur, avec une base de mix pour pouvoir le faire évoluer vers ce que tu veux. Trop bien. Pour les ambiances notamment, ça c'est les micros que j'utilise beaucoup en ce moment. C'est une marque suédoise, Erlund. Et pareil, ça s'est fait par une connexion. C'est un batteur suédois qui s'appelle Morgan Agren, qui est beaucoup dans le jazz et la musique progressive, qui a fait une apparition, un featuring, on va dire, dans un disque de Magma à la batterie. Et en fait, il était branché avec le mec qui développe ses micros là-bas, et donc il se baladait avec son kit et il faisait essayer à tout le monde, ce qui nous a permis d'essayer celui-là. Et j'ai un peu la même version, c'est la même capsule mais dans un plus petit format. Donc tu vois, c'est très élégant comme design, et c'est la bande passante la plus grande que j'ai jamais entendue sur des micros. Donc il faut, selon ce que tu veux, faut parfois filtrer un peu certaines choses, mais par contre en termes de générosité de bas et de précision dans le haut, c'est très classe comme micro. Ok. Et donc je me suis servi pas mal de ça justement pour le pack de batterie. On utilise le SAS là comme genre déco room. J'aime bien laisser la porte ouverte, mettre un micro ici, une paire dedans. Mais donc quand tu veux le son un peu plus, c'est très roomy à la Led Zeppelin et tout, ça marche bien. Et ça fait une espèce d'écho slapback naturel quand tu fais des voix rock, indé, des percus, des trucs comme ça, c'est assez cool. Moi je dirais que j'ai 2 sessions par mois ici. Ok. Soit de la live session, soit de l'enregistrement, et la plupart c'est pour des clients pour qui je mixe en fait, donc ça permet d'avoir une proximité avec les tâches de production aussi. Ça écrit, produit ici et ça mixe là-haut. Et encore une fois, c'est la solution un peu tout en un. Ici on se sent bien, comme à la maison, donc on enregistre ici, on finalise là-haut. Donc chez Grizzly, c'est comme à la maison. Chez Grizzly, c'est comme à la maison, ouais.